Regardons ensemble le TP célérité du son, donc autrement dit vitesse du son, dans lequel on va nous demander de mesurer la célérité du son dans l'air à l'aide du phénomène d'interférence. Donc pour ça, on a des petits rappels sur le phénomène d'interférence d'onde. Donc ça, c'est toute la partie court, si jamais on s'en rappelle plus. Là, on a un schéma du montage qu'on va devoir réaliser. On a ici la formule qui nous est rappelée pour calculer la célérité de l'onde à partir de la longueur d'onde et de la fréquence de l'onde. On a une autre formule sur les incertitudes, puisqu'il y a une question qui porte sur les incertitudes. Et enfin, on a une formule pour calculer le coefficient Z pour vérifier que notre mesure elle est cohérente avec ce qui est attendu. Donc on démarre. Dans la première question, on nous demande de visualiser la vidéo interférence sonore et là on a le descriptif de cette vidéo. Donc là on va aller la regarder, c'est parti. Donc là on entend un son fort, puis moins fort, fort, moins fort, de nouveau fort, etc. Au fur et à mesure du déplacement, l'intensité sonore varie. Donc là, on me demande donc de décrire l'évolution de l'intensité sonore au cours du déplacement. Donc au cours du déplacement, l'intensité sonore, elle augmente, puis elle diminue de manière périodique. En question 1.3, on me demande à l'aide des informations mises à disposition de proposer une explication au phénomène observé. Donc déjà, il faut rappeler que les ondes sonores qui proviennent des deux haut-parleurs, elles sont synchrones, puisqu'elles sont reliées au même GBF, donc elles ont la même fréquence, et on va pouvoir avoir du coup des interférences. Donc lors du déplacement du haut-parleur 2, on passe de positions où les interférences sont constructives, le son est plus intense, à des positions où les interférences sont destructives, où le son est moins intense. Donc pour répondre à cette question, on peut se servir ici de cette partie-là de cours avec la suite. Et normalement, il n'y a pas de souci pour répondre à cette question. Donc on passe à la question 2 et dans cette question on nous dit qu'on va mettre deux émetteurs d'ultrasons en position S1 et S2 et un récepteur en position M. Et on va faire avancer un des émetteurs. Donc ce sera le 2. Donc là le récepteur et puis là les deux émetteurs S1 et S2. Et on va se déplacer. Et c'est ça qu'on nous demande de faire. Ce sera posé sur un réglé pour pouvoir faire des mesures. Et donc on va lancer l'acquisition et on va regarder ce qui se passe. Donc on met en œuvre l'expérience et on déplace lentement S2 le long du réglé, sachant que S1 reste fixe et on nous demande de décrire les variations du signal reçu. Alors ça, cette manip Damien l'avait faite il y a quelques temps. Donc on va regarder la vidéo. Donc là on a un maximum d'amplitude, on est au niveau des interférences constructives. Ici on passe à des interférences destructives quand on a un minimum d'amplitude. De nouveau maximum d'amplitude, diminution, maximum, et ça on va avoir cette alternance de maximum et de minimum tout au long du déplacement, et c'est ça qu'il faut voir à l'écran de l'oscilloscope. Donc j'ai marqué là la réponse. On passe à la suite de proposer un protocole pour mesurer le plus précisément possible la longueur d'onde lambda de ces ondes se propageant dans l'air. Donc je rappelle, il y a une phrase là dans le texte qui nous dit que quand on a des interférences de même nature, on peut calculer lambda, sachant que s'il faut faire la différence entre S'2m et S2m, et là, ça va nous donner un multiple de la longueur d'onde. Donc là, cette phrase, elle est ici. C'est celle-ci là. Donc, je vais me servir de ça pour répondre à la question. Donc pour ça, c'est très simple. Je vais me mettre à une position où on a un maximum d'amplitude. Je vais noter la position de S2 avec la règle. Puis ensuite, je vais déplacer S2 jusqu'à avoir un nouveau maximum d'amplitude. Et là, je vais noter la position sur le réglé X2. En faisant X2 moins X1, je dois retrouver la valeur de lambda. Donc en faisant ça, on fait la mesure de lambda, mais ce n'est pas assez précis. Si je veux être le plus précis possible, on va continuer l'expérience et on va prendre plusieurs maximums d'amplitude. Donc moi, je te propose d'en prendre 10, c'est plus simple. Et donc dans ce cas, je refais la même expérience. La première position, je la note X1. Elle ne compte pas comme étant une valeur de maximum, hein. C'est à partir de là que je vais compter. Et puis je vais déplacer 10 fois jusqu'à avoir 10 maxima d'amplitude. Et donc cette nouvelle position, je vais l'appeler X11. Et si je fais X11 moins X1, là j'obtiens 10 lambda, c'est-à-dire 10 longueurs d'onde. Pour avoir la valeur de lambda, il suffit de faire X11 moins X1.
donc en gros la différence entre les deux positions, et je divise par 10 puisque moi j'ai eu 10 maximum d'amplitude qui sont apparus là sur mon écran lors du déplacement. Je passe à la question suivante. On me demande de mettre en œuvre ce protocole là, puisque j'ai montré au professeur avant ce que j'ai voulu faire, et puis de faire la mesure. Donc moi je donne un exemple. Pour 10 lambda, moi j'obtiens 6,8 cm pour la position de x11, et le réglé je l'avais mis à la position 0 lorsque on avait le premier maxima d'amplitude. Donc j'obtiens 6,8 cm pour 10 lambda, autrement dit lambda est égal à 0,68 cm. Je te le dis d'emblée, tu n'auras pas cette valeur le jour J, c'est sûr, puisque moi je me suis arrangé pour qu'avec la suite les calculs aillent bien, mais toi c'est sûr que tu n'auras pas ça, puisqu'on j'ai pas utilisé les mêmes fréquences d'ondes que ce que toi tu auras en TP. Donc en tout cas, la méthode reste la même, donc ça, il n'y a pas de souci. On me demande de citer deux sources expérimentales d'incertitude sur la mesure de la longueur d'onde. Donc il y a une première source d'incertitude qui est liée à l'appréciation de maximum d'amplitude lorsqu'on va se déplacer. Est-ce qu'on est vraiment au maximum au départ et puis à la fin, pareil. Donc ça peut faire varier les mesures. Et ensuite, l'autre incertitude, c'est tout simplement la mesure sur le réglé. Est-ce que la règle, elle est assez précise pour pouvoir mesurer correctement. Troisième question, donc là on va passer au calcul de la célérité de l'onde ultrasonore, et donc pour ce faire, on me demande de déterminer expérimentalement le plus précisément possible la fréquence de l'onde ultrasonore émise. Donc ça c'est la première question. Donc d'abord on va utiliser l'oscilloscope et on va regarder sur l'oscilloscope qu'est-ce qu'on a comme fréquence. Mais pour pouvoir calculer la fréquence, il faut déjà déterminer la période. Donc je rappelle que la période, c'est la durée d'un motif élémentaire. Donc là, j'ai repris un petit schéma là, d'un écran d'oscilloscope qu'on pourrait avoir. Et donc ici, là, un motif élémentaire, je m'aperçois qu'il fait 4 divisions, autrement dit 4 carreaux. Le calibre ici, c'est 5 microsecondes par division. Et moi, pour être précis, je vais en prendre un maximum de périodes. Donc là, moi, je peux en prendre que 2. Donc je vais prendre 2 périodes, ça fait 8 divisions en tout. Et donc 2t, ça va être 8 fois 5, 5 étant les microsecondes, ce qui me donne 40 microsecondes. Donc là, du maximum qui est ici au maximum qui est là, j'ai 2 périodes et j'ai 40 microsecondes. Pour avoir la valeur de t, il suffit de faire 40 divisé par 2, ce qui fait 20 microsecondes. Pour calculer f, je te rappelle la formule, f égale 1 sur t. Et donc là, 1 sur 20 microsecondes qu'il va falloir convertir en secondes. Donc micro, c'est 10 moins 6. Et donc là, je fais le calcul et j'obtiens 5,0 fois 10 puissance 4 Hz. Autrement dit, 50 000 Hz. Et c'est là que je me suis moi arrangé pour t'expliquer. Parce que les émetteurs d'ondes ultrasonores en lycée, c'est en général autour de 40 000 Hz leur fréquence. Donc c'est plutôt, ils vont de 39 kHz à 41 kHz, autrement dit 39 000 Hz à 41 000 Hz, puisqu'on peut faire varier un petit peu les réglages de la fréquence. Mais toi, je pense pas que tu trouves 50 000. Moi, 50 000, c'était pour mon exemple et pour t'expliquer comment ça fonctionne avec cette figure-là. Question 3.2. On me demande d'abord de citer une source expérimentale d'incertitude, donc une seule cette fois-ci. Donc pour moi, c'est l'appréciation du début et de fin du motif élémentaire sur l'oscilloscope. C'est-à-dire que là, je suis pile poil là sur un des traits de l'oscilloscope, mais toi le jour J, peut-être que ce sera un petit peu décalé et des fois on fait un petit arrondi, on n'est pas pile poil sur la bonne valeur. Donc c'est pour moi la grosse source d'incertitude, elle est là. Elle se situe au niveau de la lecture sur l'oscilloscope. Ensuite, on me demande d'en déduire des mesures la célérité de l'onde. Donc là, je reprends la formule que j'avais soulignée plus haut, qui est donnée C dans l'air. Donc la célérité du son dans l'air, c'est égal à lambda fois F. Lambda, moi j'avais mesuré, donc il faut le convertir en mètres. Ça fait 0,0068 mètres, puisque j'avais trouvé 0,68 cm. Donc ça fait 0,0068 mètres. Et je multiplie par la fréquence en Hertz, donc 5 fois 10 puissance 4. J'obtiens 340 mètres par seconde, autrement dit 3,4 fois 10 puissance 2 mètres par seconde si je veux mettre le résultat en écriture scientifique avec le bon nombre de chiffres significatifs. Ensuite, on me demande de calculer l'incertitude sur cette mesure. Je reprends la formule qui était donnée dans l'énoncé
plus haut. Donc elle était ici. Donc je reprends cette formule là et j'ai juste à remplacer u de lambda et u de f par les valeurs qui sont données directement dans l'énoncé, qui sont ici u de lambda 0,1 mm et u de f, c'est rappelé de nouveau dans la question, 0,1 kHz. Donc moi j'ai laissé les longueurs d'onde en millimètres, donc 6,8 mm et j'avais 0,1 mm pour l'incertitude. Là c'est important à chaque fois d'avoir la même unité sur u de lambda et pareil pour u de f et f, il faut qu'il y ait la même unité. Donc là c'est en kHz pour les fréquences, j'ai laissé en kHz et d'après le calcul, l'incertitude sur la célérité du son dans l'air, elle est de 5 mètres par seconde pour moi, d'après mes calculs. Ensuite, on me demande, à l'aide des informations, si la valeur expérimentale de la célérité de l'onde ultrasonore dans l'air est compatible avec la valeur de référence. Donc pour avoir la valeur de référence, on me donne une formule, puisque ça dépend de la température de l'air. Et donc du coup, ici, il faut déjà calculer la célérité du son dans l'air qu'on devra avoir au niveau théorique d'après la température de l'air. Donc moi, je considère qu'il va faire à peu près 20 degrés dans la salle. Toi, bien sûr, il faudra qu'il y ait un thermomètre dans la salle pour savoir quelle est la température et tu fais ton calcul. Donc pour moi, j'ai 343 mètres par seconde de valeur théorique. Et maintenant, je vais calculer le Z. Donc le Z, on me donnait la formule plus haut. J'ai recopié cette formule ici et j'ai remplacé par les valeurs expérimentales. Donc expérimentale, moi j'ai trouvé 340 mètres par seconde, moins 343 mètres par seconde, le tout divisé par 5, 5 étant U, l'incertitude de la célérité du son dans l'air. Donc tout doit être dans la même unité, donc moi j'ai tout mis en mètres par seconde, et en faisant le calcul, j'obtiens 0,6. Donc Z n'a pas d'unité. Et donc là, est-ce que mon résultat il est compatible ou pas? Pour ça, il faut revenir ici au document, et on me le dit là. Donc si Z est inférieur à 2, on considère que le résultat de la mesure est compatible avec la valeur de référence dans les conditions de l'expérience. Donc moi j'ai trouvé 0,6, 0,6 est inférieur à 2, donc c'est bon. On considère que la mesure est compatible avec la valeur de référence dans les conditions de l'expérience. On a terminé le TP, on n'oublie pas surtout de défaire le montage et de bien ranger la paillasse et on sort avec le sourire parce que normalement on a réussi. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu veux d'autres éléments de correction, n'hésite pas à t'abonner et aller voir sur le site où on en a fait plein. Donc tu vas pouvoir un petit peu réviser tout ça. À bientôt!